Franck Ramu, qui est membre du comité de parrainage de la FIS et qui va nous parler des différences cognitives entre les sexes. Alors, les filles sont quand même plus sages que les garçons. Et les garçons, ils sont meilleurs en maths. Qui n'a jamais entendu prononcer ou penser ce genre de phrase? Elle semble anodine, presque familière, comme un vieux proverbe éducatif. Pourtant, elle condense à elle seule bien des controverses. Dans la cour de récréation, à la maison, en classe, ces différences sont souvent commentées, exagérées ou niées. Certains y voient la preuve d'une nature profondément distincte, d'autres le résultat de conditionnements sociaux subtils mais puissants. Entre ces deux extrêmes, il y a un champ entier de recherche qui tente de comprendre ce que la science peut vraiment nous dire sur ce sujet. Car oui, il existe des différences cognitives moyennes entre les sexes, en langage, en mathématiques, en mémoire, en attention. Mais ces différences sont-elles biologiques? Quel rôle a joué notre évolution dans cette différenciation? Sont-elles construites par l'éducation? Sont-elles universelles ou liées à une époque, et une culture et un environnement? Et surtout, que peut-on vraiment prouver aujourd'hui quand on interroge la réalité de ces écarts? Et quelle ampleur sont ces écarts? Est-ce que quand on s'interroge sur les capacités en maths de quelqu'un, il faut se demander quel est son sexe ou plutôt se demander son niveau d'études? Et donc avec notre conférencier, nous allons prendre le temps de décortiquer les faits, les données, les idées reçues et les niveaux de preuve. Et donc il va nous parler pendant à peu près 1h15, à l'issue de laquelle nous aurons une séance de questions. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus pour cette conférence sur les différences cognitives entre les sexes. Donc, sujet un petit peu sensible, bien sûr, que je vais essayer d'aborder avec le plus grand tact possible. Comme vous avez vu dans l'accroche, j'ai choisi d'entrer dans le sujet par le biais des différences garçons-filles en mathématiques, qui est un sujet intéressant en soi, qui est d'actualité, et qui est aussi un sujet sur lequel j'ai fait un petit peu de recherche. Je vais vous en montrer quelques-unes. Mais quand même, le sujet plus global, c'est les différences cognitives entre les sexes. Et donc, cette entrée par les mathématiques, ça va être un prétexte pour aborder un ensemble beaucoup plus vaste, pour aller faire un grand voyage sur les différences entre les sexes. De temps à autre, on reviendra aux mathématiques et puis on essaiera à la fin de dire ce qu'on peut en conclure, si on peut conclure. Mais l'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Commençons. Quels sont les faits à expliquer? Alors, si vous avez suivi, il y a quelques rapports officiels qui sont sortis dernièrement. Cette note de l'ADEPE qui fait un grand bilan des différences garçons-filles en mathématiques sur toutes les évaluations qu'ils ont pu faire sur, en gros, les 30 dernières années. Très informative, cette note. Et puis, à peu près au même moment, ce rapport conjoint des inspections générales des finances et de l'éducation nationale sur filles et mathématiques, avec plus la perspective de l'enseignement supérieur et les choix d'orientation différents entre filles et garçons et la faible proportion de filles dans les filières scientifiques, etc. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Là, si on regarde le rapport de l'inspection générale, eh bien, effectivement, on voit que les filles sont minoritaires dans les choix d'options scientifiques au lycée et de plus en plus minoritaires au fur et à mesure qu'elles avancent dans la scolarité, de même que dans les choix des filières scientifiques dans l'enseignement supérieur. Cette situation est relativement stable sur les 20 dernières années, même si elle avait beaucoup progressé avant. Moi, quand j'étais en prépa scientifique il y a très longtemps, on était à 10% de filles. Là, aujourd'hui, on est à 25%, donc ça s'est quand même énormément amélioré. Mais voilà, maintenant, depuis une vingtaine d'années, ça stagne, on plafonne à peu près à 25%. Et on peut se dire que c'est une perte de chance parce que finalement, il y a tout un vivier de filles. Dans un contexte où on manque d'ingénieurs et de professionnels scientifiques, finalement, c'est dommage de se priver de toutes ces filles qui pourraient rentrer dans ces filières. Donc voilà, et donc toute la question que pose ce rapport, c'est pourquoi est-ce qu'on en est là et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire rentrer plus de filles dans les filières et les carrières scientifiques. Alors, évidemment, le rapport pose la question des causes et tout le monde se pose la question des causes. Pourquoi c'est comme ça? Et on peut envisager tout un tas d'explications.
Et déjà, on peut se poser la question, est-ce que c'est dû à une différence objective de niveau scolaire dans les matières scientifiques et en particulier dans les mathématiques, ou est-ce que les niveaux sont strictement égaux et que c'est juste dû à des biais de recrutement, de sélection et à des freins qui empêchent les filles d'aller là où elles veulent aller? Et ou encore, on pourrait avoir encore une autre hypothèse, est-ce que c'est juste des effets de choix? Est-ce que c'est juste que les filles ont le même niveau que les garçons, mais elles ne veulent pas y aller? Alors, la note de l'ADEP a quelques réponses là-dessus, puisqu'elle fait le bilan des différences garçons-filles en mathématiques à tous les niveaux scolaires, maintenant qu'on a des évaluations à tous les niveaux scolaires. Et en fait, on a découvert assez récemment que, alors, on sait depuis longtemps qu'il y a des différences moyennes de niveau scolaire en mathématiques entre garçons et filles, à l'avantage des garçons. Et on a découvert assez récemment qu'elles se révélaient de manière très précoce, dès le cours préparatoire. C'est ce que vous montre cette diapo. Donc cette diapo vous montre la différence de performance entre garçons et filles en mathématiques, dans des tests standardisés de mathématiques. Le 0 ici ne représente pas de différence entre filles et garçons, mais vous voyez à chaque fois que les barres sont en dessous du 0, ça veut dire que les filles sont moins performantes en moyenne que les garçons. Et vous voyez qu'on voit ça à tous les niveaux scolaires à partir de la moitié du CP. Au début du CP, il n'y a pas de différence entre filles et garçons. S'il y a une petite différence, elle est plutôt à l'avantage des filles. Et de même, à la maternelle, la différence, alors c'est des pré-mathématiques en quelque sorte, hein, elle est plutôt à l'avantage des filles. Mais dès le milieu du CP, il se passe quelque chose au cours du CP qui fait que tout d'un coup, les filles commencent à perdre du terrain sur les garçons dans l'apprentissage des mathématiques. Et c'est assez spécifique aux mathématiques parce que finalement, c'est dans un contexte où globalement, les filles ont des meilleurs résultats scolaires que les garçons. Hein, par exemple, si on regarde les moyennes du bac, si on regarde le taux d'entrée dans l'enseignement supérieur, à tous les niveaux, finalement, les filles ont des meilleurs résultats scolaires que les garçons, sauf en mathématiques. Donc là, vous voyez, mathématiques, c'est en orange. Le français, c'est en bleu. Les langues, c'est en rose. Bon, histoire géo, je pense que ce n'est pas significatif. Les sciences, c'est en vert. Bon, les gens s'alarment beaucoup moins du décrochage des garçons en français par rapport aux filles. Je pense que c'est aussi alarmant. Mais voilà, là, on va prêter notre attention au décrochage des filles en maths. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe en mathématiques avec les filles et on aimerait bien comprendre pourquoi. Une autre diapo pour vous montrer que ce n'est pas un phénomène franco-français, ça s'observe à travers la plupart des pays du monde. Là, vous voyez, c'est les pays de l'OCDE qui participent aux évaluations PISA qui sont faites à l'âge de 15 ans. Et vous voyez que donc, voilà, toutes les barres qui sont au-dessus de 0, ce sont des pays où les garçons ont des scores plus élevés que les filles en mathématiques. Donc vous voyez, ça en fait un paquet de pays. Il y a quelques pays où il n'y a pas de différence et il y a quelques pays où la différence est inversée. Là, en l'occurrence, c'est la Finlande. Donc voilà, ça veut dire que ce n'est pas forcément un phénomène obligatoire, mais il est quand même drôlement répandu. Alors pourquoi? Quelles sont les causes? Si on lit le rapport de l'inspection générale, lui, il semble avoir trouvé, il nous dit assez clairement, il est certain que ces différences n'ont pas d'origine biologique. La théorie d'une différence innée de performance entre les femmes et les hommes en mathématiques est désormais écartée. Les principales hypothèses aujourd'hui données aux écarts entre filles et garçons en STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, sont d'ordre psychologique et sociologique. Ils ajoutent que les écarts sexués dépendent fortement du contexte de l'évaluation. Et la menace du stéréotype est la principale cause avancée pour expliquer ces écarts. Alors on va reparler de la menace du stéréotype. Donc voilà ce qu'en dit le rapport d'inspection générale. Moi, il me semble utile, même s'il est bien, hein, ce rapport, je ne tiens pas particulièrement à le critiquer, il considère différentes hypothèses, mais voilà, c'est important de resituer cette question dans l'ensemble des causes qu'on pourrait envisager. Et en fait, ce n'est pas si simple que ça. Donc, j'ai essayé de dessiner un petit modèle causal hypothétique de tous les facteurs causatifs qui pourraient être responsables des différences garçons et filles en termes de choix d'orientation vers les filières scientifiques et en termes de performance scolaire en mathématiques. Donc évidemment, il y a un lien entre les deux. Hein. Les choix d'orientation vont dépendre des performances scolaires, mais ils vont aussi dépendre de tout un ensemble de choses que l'individu perçoit de ce qui est possible pour lui, de ses opportunités, de ses avantages comparatifs. Si je vois que je suis beaucoup plus fort en maths qu'en français, ben, je vais avoir envie de m'orienter vers là où je suis le plus fort, etc. Et inversement. Voilà. Et
Et puis, il y a un lien entre les deux, évidemment. Mais les opportunités que je perçois, elles vont dépendre aussi de mes performances scolaires. Et puis, après, il y a des facteurs qui sont plus internes à l'individu. Donc, chaque individu a ses préférences, il a ses propres motivations. On n'est pas tous obligés d'aimer la même chose. Et il est possible que les femmes préfèrent des choses légèrement différentes des hommes. Et donc, peut-être que ça peut aussi expliquer pourquoi elles font des choix d'orientation différents. Mais il y a aussi la question des capacités cognitives, évidemment. Les performances scolaires sont en partie déterminées par les capacités cognitives des individus, c'est assez évident. Et les capacités cognitives des individus ont un lien avec leurs préférences et leurs motivations. En général, on est plus motivé à s'investir dans des matières, dans des activités dans lesquelles on se sent bon que dans des matières dans lesquelles on se sent faible. Et du coup, pour ces matières-là, eh bien, on va être plus motivé à travailler plus, à s'engager plus dans les études, et ça va encore avoir un effet en retour sur les capacités cognitives. Plus on travaille dans un domaine, et plus on va augmenter ses capacités cognitives. Donc il y a potentiellement un effet circulaire entre les capacités cognitives, la motivation, le travail, et ainsi de suite. Et d'où ça vient tout ça? Eh ben, c'est donc que ça soit les capacités cognitives ou les préférences, les motivations, qui sont des paramètres internes à l'individu, eh bien c'est influencé par deux grands types de facteurs. Il y a les facteurs environnementaux, donc ici j'ai mis influence familiale et sociale, et si on réfléchit principalement aux compétences en mathématiques, ou en tout cas aux facteurs qui pourraient induire des différences entre les sexes, on va penser principalement à la socialisation de genre, le fait qu'on n'élève pas les garçons et les filles de la même manière et on ne les traite pas de la même manière. Et ça, évidemment, ça peut induire tout un tas de différences. On va penser aux stéréotypes, aux idées sur ce que les garçons doivent faire, sur ce que les filles doivent faire, sur ce que les hommes et les femmes doivent faire, etc. Et diverses influences sur les choix des individus. Également les modèles qu'on a à sa disposition qui nous disent finalement un homme qui a du succès, qu'est-ce qu'il fait, une femme qui a du succès, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Donc évidemment, voilà, on a toutes ces influences environnementales au sens large, mais principalement familiales et sociales, qui vont à la fois influencer le développement de nos fonctions cognitives et puis nos préférences, nos motivations. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des facteurs biologiques précoces. Il y a notre génome, dont on sait qu'il a une influence sur nos capacités cognitives, de même que sur nos préférences et nos motivations. Et dans le contexte des différences entre les sexes, évidemment, dans le génome, les parties les plus importantes, ce sont les chromosomes sexuels, parce que ce sont eux qui diffèrent entre mâles et femelles. Mais on sait aussi que la différenciation entre mâles et femelles, de manière générale, se fait essentiellement via les hormones sexuelles. Les chromosomes sexuels vont déterminer le fait que les mâles ont des testicules et les femelles ont des ovaires, qui vont sécréter des hormones sexuelles différentes, qui vont imprégner tous les tissus et qui vont différencier le corps en une version plus masculine ou plus féminine. Et ça va être ça le principal vecteur de masculinité ou de féminité, ça va être l'influence des hormones sexuelles sur tous les tissus. C'est ça qui différencie les corps en corps d'hommes et en corps de femmes. Et évidemment, dans le corps, il y a le cerveau, donc potentiellement, ça peut aussi induire des différences au niveau cérébral et cognitif. Voilà. Mais il faut aussi savoir, donc, d'abord, il y a des influences mutuelles entre l'expression des gènes et les hormones sexuelles. Et les hormones sexuelles aussi peuvent être modulées par des influences environnementales. Donc on voit que ça peut être quand même assez complexe, les interactions entre les facteurs environnementaux, hormonaux et génétiques. Voilà, et donc tout ce que j'ai dit sur les influences sur les capacités cognitives, c'est vrai aussi pour les préférences, les motivations. Il peut tout à fait y avoir des facteurs biologiques précoces qui influencent aussi les préférences et les motivations et qui induisent des différences entre les sexes. Voilà, et puis je rajoute ce dernier point, les facteurs contextuels qui sont aussi susceptibles finalement de biaiser la mesure qu'on fait de la performance. Donc il est possible que quand on mesure des différences de performance en mathématiques entre garçons et filles, en fait cette mesure est biaisée par des facteurs contextuels qui vont moduler la performance des uns ou des autres. On va y revenir, c'est notamment la fameuse menace du stéréotype. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de l'ensemble des facteurs qu'il est utile d'avoir en tête, au moins quand on réfléchit aux causes des différences entre les sexes.
Un autre point de méthodologie que je veux soulever, vous allez le voir revenir très régulièrement, c'est quand on dit il y a des différences entre garçons et filles ou entre hommes et femmes, c'est toujours en moyenne. On parle de différences quantitatives, on parle de choses qui sont mesurées quantitativement, qui ont une distribution dans chaque sexe. Et donc ces distributions, vous voyez, je les ai représentées ici par ces deux courbes gaussiennes. Donc imaginez un score ici sur l'axe des X, par exemple la taille des individus. Voilà, on met la taille des individus sur l'axe des X, et en bleu, c'est la distribution des tailles des hommes. Et, donc sur l'axe des Y, c'est la proportion des hommes qui ont une taille donnée. Donc voilà, ça, ici, ça serait la taille moyenne des hommes, par exemple, 1,78 m actuellement. Et puis ici, ça serait la distribution des tailles des femmes avec la taille moyenne des femmes. Et donc là, dans ce cas, on voit, et vous le savez très bien, qu'en moyenne, les hommes sont plus grands que les femmes. Et la taille de cette différence, on la quantifie de manière statistique et on dit c'est 2 écarts-types, donc 2 unités de la variabilité de cette courbe gaussienne. Ce qui veut dire qu'il y a un recouvrement de 32% entre les deux distributions. Donc voilà, c'est ça qui nous permet de dire, de manière générale, les hommes sont plus grands que les femmes, ce qui peut sembler une généralisation abusive, mais quand on dit ça, on sait bien qu'on veut dire en moyenne et qu'on n'est pas en train de dire tous les hommes sont plus grands que toutes les femmes, parce que ça, évidemment, on sait que c'est faux. Voilà, alors la différence de taille entre les hommes et les femmes, c'est une différence de grande taille. 2, c'est une très grande différence, mais on va voir que dans le contexte de l'étude des différences entre les sexes, la plupart des différences qu'on va rencontrer sont de beaucoup plus petite taille. Et donc c'est pour ça que je vous ai montré différentes figures pour étalonner un petit peu votre appréciation de ce que sont ces différences. Donc quand on a une différence d'1,2 écart type, c'est à peu près ça, avec un recouvrement de 55%, 0,8 écart type, c'est ça, 0,4 écart type, c'est ça, 0,2 écart type, il y a un recouvrement de 92% entre les deux distributions, et vous voyez, c'est une toute petite différence, mais qui peut être quand même significative. En l'occurrence, ce qu'on trouve dans les performances en mathématiques, c'est ça, c'est 0,2. Okay, donc c'est vraiment une toute petite différence dans le contexte beaucoup plus général de toutes les différences qu'on pourrait observer, comme la différence de taille. Voilà, donc je m'efforcerai au fur et à mesure de la conférence, à chaque fois que je mentionnerai une différence, de vous montrer le petit schéma correspondant. Alors, pour commencer, donc on a tout un tas de facteurs de différents types à balayer, des hypothèses. Pour l'instant, je n'ai rien prouvé, évidemment, j'ai juste émis des hypothèses sur des facteurs. Après, il ne suffit pas d'émettre des hypothèses, il faut aller les tester, donc aller regarder les données de l'observation et de l'expérimentation pour savoir si ces hypothèses sont vérifiées. Donc commençons par les facteurs sociaux, les stéréotypes, les biais, etc. Et commençons par ce fameux effet de la menace du stéréotype que le rapport de l'inspection générale mettait en avant comme le principal coupable, ou en tout cas le suspect principal. Donc là, je vous montre, il y a plein d'expériences par lesquelles on peut le mettre en évidence. Là, je vous montre la version de Pascal Huguet et Isabelle Régnier, où ils ont proposé à des collégiens une tâche assez difficile, qui est la tâche de Ray, qui consiste à mémoriser cette figure complexe. Ouais, c'est vraiment pas facile, et vous la regardez vous l'étudiez pendant 1 minute et demie, et puis après on la cache, et vous avez 5 minutes pour la redécider. Et après, on cote très précisément pour chacun de ces traits, est-ce que vous avez réussi à le reproduire. Donc, tâche de mémorisation visuelle difficile. Et le truc ici, c'est qu'on a fait 2 groupes de collégiens tirés au sort. Un groupe auquel on a dit c'est un test de dessin, un exercice de dessin, et l'autre, c'est un exercice de géométrie. Et donc, les résultats de cette expérience, c'est que quand on a dit aux élèves, c'est un exercice de géométrie, les garçons ont eu des meilleurs résultats que les filles. Quand on a dit aux élèves, c'est un exercice de dessin, les filles ont eu des meilleurs résultats que les garçons. Autrement dit, le seul fait de mentionner les mathématiques a fait baisser la performance des filles. Et c'est ça que veut dire la menace du stéréotype, c'est-à-dire qu'en disant c'est un exercice de géométrie, on a activé dans l'esprit des filles le stéréotype, les filles sont moins bonnes en maths. Et du coup, elles se disent « Ah, c'est un test de géométrie, je suis moins bonne là-dedans ». Et du coup, paf, leur performance chute dans une sorte de prophétie autoréalisatrice. Alors qu'on peut leur donner la même tâche sans activer le stéréotype. Et dans ce cas, il n'y a pas ce problème de performance et elles peuvent même montrer une performance meilleure. Donc voilà, c'est une expérience très, très frappante à laquelle on fait dire beaucoup de choses,
puisque à partir de là, certaines personnes disent en fait, ça explique toutes les différences en mathématiques observées entre garçons et filles. Et d'autres l'interprètent de manière plus prudente, bien entendu. Ça peut contribuer aux différences observées entre garçons et filles. Alors, hyper intéressant, mais il faut se demander, est-ce que cet effet est bien réplicable ? Il y a eu des méta-analyses là-dessus, parce que maintenant, il y a eu des dizaines et des centaines d'études qui ont refait l'expérience de menace du stéréotype. Ce que disent les méta-analyses, c'est que, en fait, il y a quand même pas mal d'études qui n'ont pas vraiment réussi à répliquer ce résultat, ce qui fait que quand on moyenne les effets des études qui ont bien répliqué et qui ont moins bien répliqué, on arrive à des petites tailles d'effets. Donc il y a une méta-analyse qui dit 0,22, une méta-analyse qui dit 0,14, une méta-analyse qui dit oui, mais il y a des biais de publication, c'est-à-dire que les études ont plus de chances d'être publiées si elles trouvent un effet positif de menace du stéréotype que si elles n'en trouvent pas. Quand on corrige pour le biais de publication, l'effet se réduit à 0,07, ce qui est encore plus petit que ça. Autrement dit, on approche dangereusement de zéro quand on corrige le biais de publication. Et puis, il y a des problèmes avec toutes ces études, elles ne sont pas toujours faites sur des grands échantillons, etc. Il y a tout un tas d'études récentes qui ont essayé de répliquer l'effet de menace du stéréotype. Alors je précise, ils n'ont pas essayé de répliquer l'expérience précise de Huguet et Régnier, ils ont répliqué d'autres versions de la menace du stéréotype. Et en fait, et là c'était des études à très grande échelle et préenregistrées, donc avec un très haut niveau de qualité méthodologique. Et ces études n'ont pas réussi à retrouver l'effet de menace du stéréotype. Donc ceci pour vous dire qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas capable de vous dire si cet effet de menace du stéréotype existe vraiment. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que s'il existe, il est forcément tout petit. Voilà. Donc, on ne peut pas trop lui faire dire de choses. Peut-être il explique quelque chose, mais sans doute qu'une petite partie du sujet. On peut aussi se poser la question de savoir si, oui, mais alors dans toutes les situations d'évaluation qu'on a vues précédemment, les tests de l'éducation nationale, etc., en fait, est-ce que les stéréotypes de genre sont activés dans ces situations ? Parce qu'en fait, on voit dans les situations expérimentales que selon ce qu'on dit aux élèves qui passent les tests, on peut activer le stéréotype ou on peut ne pas l'activer et ça va changer la performance. Bon, mais est-ce que dans toutes ces situations où on observe des différences garçons-filles, les stéréotypes étaient activés ? On ne le sait pas et on ne peut pas non plus forcément en faire l'hypothèse par défaut. Et puis, si tant est que l'effet existe et qu'il a bien un effet sur les performances en mathématiques, dans quelle mesure ? Dans quelle proportion des différences garçons-filles en mathématiques est-ce que cet effet de menace du stéréotype explique ? Là non plus, on ne le sait pas. Donc, ceci pour dire que, voilà, on a un effet qui est très frappant, qui est très intéressant, mais il faut être un tout petit peu prudent parce qu'on ne sait pas s'il est réel et en tout cas il a l'air très petit et sans doute on essaye de trop vouloir lui faire dire. Mais il y a d'autres hypothèses dans le même esprit. Donc moi je me suis intéressé avec Lila Gurgan qui a fait son doctorat là-dessus ces 3 dernières années à la socialisation de genre. Donc l'idée qu'on élève les garçons et les filles de manière différente et que ça peut avoir un effet à la fois sur les activités dans lesquelles ils vont s'engager, parce que typiquement, on va donner des ballons et des voitures aux garçons et on va donner des poupées aux filles, et que du coup, comme ils vont s'engager dans des activités différentes, ils vont peut-être entraîner des fonctions cognitives différentes, ce qui va à la fin produire des différences cognitives. Et puis aussi parce que la famille fournit un certain modèle de ce que sont les rôles des hommes et des femmes. Donc, et ça aussi, ça peut influencer le développement de l'enfant. Donc on appelle ça l'organisation genrée de la famille. Donc, sont des choses qui sont très étudiées. Ça fait des décennies que les sociologues disent oui, bien sûr, on socialise différemment les garçons et les filles, et ça explique les différences. Mais en fait, autant il est incontestable qu'on socialise différemment les garçons et les filles, autant la preuve que ça a un effet causal sur le développement cognitif, elle n'est pas vraiment là. Ou sur les performances scolaires, elle n'est pas là. La preuve de la causalité, c'est plus difficile à obtenir. Donc c'est ça qu'on a essayé d'atteindre. On s'est dit, on ne peut pas juste rester avec cette hypothèse que ça pourrait être responsable des différences. Essayons de la tester rigoureusement. On a fait ça dans la cohorte ELF, qui est une cohorte française, où ici, dans cette analyse, 4000 enfants ont été suivis depuis la naissance jusqu'au CP. Et leurs parents ont rempli tout un tas de questionnaires et on a leurs résultats scolaires en moyenne section de maternelle et en CP. Et donc ce qu'on a fait, on a utilisé les questionnaires que les parents ont remplis pendant la petite enfance pour essayer de quantifier justement les activités
faites par les garçons et les filles et l'organisation genrée de la famille. Je vous montre comment on a procédé. On a été pêcher dans les questionnaires toutes les questions qui étaient relatives à des activités de l'enfant. Donc, par exemple, est-ce que l'enfant joue avec une poupée, est-ce qu'il joue avec une petite voiture, à des jeux de construction, etc. Et on a regardé quelles étaient les activités qui étaient en moyenne différentes entre les garçons et les filles, et on a compilé tout ça dans un score d'activités genrées, qui va être un score unique. Quand il est important, ça veut dire que l'enfant a des activités typiquement masculines, et quand il est négatif, l'enfant a des activités typiquement féminines. Et voilà la distribution. Et donc, sans surprise, mais c'est parce qu'on l'a construit comme ça, voilà, les garçons ont des activités typiquement masculines et les filles typiquement féminines. Vous voyez, il y a une grosse différence, hein, parce qu'on a sélectionné spécifiquement les activités qui montraient une telle différence. Donc là, voilà, on a notre variable d'activité genrée, et on va essayer de voir ce qu'elle prédit. Et puis, on a également récupéré des réponses aux questions du type comment se répartissent les tâches au sein du couple, qui fait les courses, qui fait les repas, est-ce que c'est la mère, est-ce que c'est le père, etc. Là, on l'a fait pour les familles où c'est les deux parents avec l'enfant. Et comme vous savez, voilà, il y a une répartition des tâches qui est stéréotypique, où en gros, la mère fait tout, sauf les réparations. Et donc, pareil, on a rassemblé les réponses à toutes ces questions et on les a classées de manière à faire un score de à quel point la répartition des tâches dans une famille est plus stéréotypique, c'est-à-dire la femme fait tout sauf les réparations, ou anti-stéréotypique, contre-stéréotypique, où ça serait la répartition des rôles complètement inversée. D'accord ? Et ça aussi, voilà, ça nous fait un index dont on va voir ce qu'il prédit. Et cet index a cette distribution. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de différence entre garçons et filles, parce qu'il n'y a pas de lien entre le sexe de l'enfant et l'organisation genrée de la famille. Résultat, peut-être je peux vous dire d'abord quelles étaient mes prédictions. Mes prédictions, c'est qu'on pourrait éventuellement observer un effet des activités genrées, parce que ça me semblait plausible que, effectivement, si on s'entraîne plus à des jeux de construction, on va peut-être plus développer ces compétences, certaines compétences cognitives, visio-spatiales, qui ensuite vont être sollicitées en mathématiques. Donc je me disais, on va peut-être trouver un effet des activités genrées. Par contre, l'organisation genrée de la famille, je n'étais pas sûr qu'on trouverait un effet, mais voilà, il fallait tenter. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? On n'a trouvé aucun effet des activités genrées sur les performances en mathématiques. Donc là, vous voyez les enfants qui ont les activités les plus masculines, là, les enfants qui ont les activités les plus féminines, là, les scores en maths. Et en fait, ce que vous voyez, sur l'axe des X, vous voyez surtout que les garçons ont des activités masculines et les filles ont des activités féminines, mais il n'y a pas de corrélation entre les deux variables, ni au sein des filles, ni au sein des garçons. Donc ce score d'activité genrée, dans nos données en tout cas, n'explique strictement rien des performances en mathématiques. Bon, un peu déçu. On regarde les résultats de l'organisation genrée de la famille. Et là, si vous regardez le graphe en haut à droite, donc là, pareil, on a ce score d'organisation genrée de la famille, hyper stéréotypique à gauche, contre-stéréotypique à droite. Et là, vous voyez que les garçons sont ici en bleu pâle. Pour eux, ça n'a aucun effet sur leur performance en mathématiques, qui sont ici sur l'axe des Y. Par contre, pour les filles, ça a un effet. Les filles qui sont dans les familles les plus stéréotypiques ont les moins bons scores en maths. Et celles qui sont dans les familles contre-stéréotypiques ont des meilleurs scores en maths équivalents à ceux des garçons. Et par ailleurs, on voit cet effet pour les mathématiques au CP, là où il y a des différences entre les sexes, mais on ne voit pas ça en moyenne section, où il n'y en a pas, et on ne voit pas ça non plus en français, qui sont les graphes du dessous. Donc là, on trouve un effet d'organisation genrée de la famille sur les performances en maths des filles, spécifique au CP et aux mathématiques. Donc, ce n'est pas inintéressant. Ce n'est pas forcément ce que j'avais prédit, mais voilà, on trouve quelque chose. Après, c'est important de voir, OK, mais qu'est-ce qu'on explique ? En fait, on explique à peu près 7% de la différence entre garçons et filles en mathématiques. Donc, c'est un peu comme la menace du stéréotype. On est content d'avoir quelque chose qui semble expliquer. Et là, pour le coup, on a une preuve assez robuste qu'il y a bien un effet causal entre les deux, même s'il nous manque plein de détails sur, mais oui, mais comment c'est véhiculé finalement par les parents, comment les enfants s'imprègnent de ces stéréotypes et comment ça affecte les compétences en mathématiques. Il y a plein de questions ouvertes, mais la causalité de l'effet est assez bien établie. Mais voilà, ça reste un tout petit effet. On est loin d'avoir expliqué
l'ensemble des différences garçons-filles en maths. Alors évidemment, hein, notre étude, elle est loin d'être parfaite. On a un ensemble limité de questions qu'on n'a pas construites nous-mêmes. On ne peut pas dire qu'on a sondé l'organisation genrée de la famille de manière parfaite et complète, ni les activités genrées. Donc peut-être on est en train de sous-estimer les faits. Hein, c'est parfaitement possible. Regardons d'un autre côté des facteurs sociaux qui pourraient influencer les compétences des filles et des garçons en maths, du côté des enseignants, parce que les enseignants, eux aussi, ils ont leur propre représentation, ils peuvent véhiculer des stéréotypes et un certain nombre d'attitudes, ils peuvent interagir avec les garçons et les filles de manière différente. Donc là aussi, on s'est demandé dans quelle mesure les caractéristiques des enseignants pouvaient influencer ces performances. Là, dans la cohorte ELF, les renseignements qu'on avait sur les enseignants, c'était leur sexe, leur formation, est-ce qu'elle était scientifique ou pas, leur âge, leur expérience. Et ce qu'on a trouvé, c'est un effet assez intéressant, c'est une interaction entre le sexe de l'enseignant et sa formation. Donc, sur l'axe des Y, vous avez les performances en mathématiques des garçons et des filles. Les scores des garçons, c'est les barres en bleu clair, et les scores des filles, c'est les barres en bleu marine. Donc, vous voyez, les scores des filles sont toujours inférieurs à ceux des garçons. Ben, ça, c'est le résultat général qu'on connaissait déjà. Mais c'est modulé à la fois par le sexe de l'enseignant, femme ou homme, et par sa formation scientifique ou non scientifique. Et on voit que l'écart le plus important entre garçons et filles, il est obtenu pour les filles qui ont un instituteur qui a une formation scientifique. Beaucoup plus que pour celles qui ont un instituteur qui a une formation non scientifique. Alors là aussi, il nous manque un petit peu tous les maillons manquants. Qu'est-ce que font ces instituteurs qui ont une formation scientifique qui est de telle nature à faire baisser le niveau des filles dans leur classe? On ne le sait pas vraiment. Vous voyez que chez les femmes enseignantes, les institutrices, on a le pattern plutôt inverse. C'est plutôt quand les femmes ont une formation non scientifique qu'elles font plutôt augmenter la disparité entre les garçons et les filles. Ce qui était plutôt en fait l'effet attendu. On s'attendait plutôt à ça, on ne s'attendait pas à avoir ce résultat. Mais là aussi, voilà, il y a quelque chose d'intéressant. De toute évidence, les enseignants véhiculent quelque chose qui module les compétences en mathématiques, surtout des filles. Et ça converge avec d'autres résultats qu'on a dans d'autres études. Donc, par exemple, cette étude où ils ont mesuré directement les stéréotypes des genres des enseignants par des questionnaires. Donc là, les enseignants, par leurs réponses explicites à des questionnaires, révèlent leurs stéréotypes de genre explicites sur ce score qui est ici sur l'axe des X. Et là, c'est les performances en maths des filles. Et vous voyez que plus les enseignants ont des stéréotypes de genre stéréotypés, forts, et plus les scores des filles en maths baissent. Alors, à nouveau, c'est une toute petite baisse, c'est un tout petit effet. L'essentiel de la variabilité n'est pas sur cet axe, mais quand même, il y a un petit effet. Il y a d'autres études qui l'ont montré. Là, c'est une mesure où les stéréotypes de genre des enseignants ont été mesurés de manière implicite, d'une manière un petit peu détournée, qui fait qu'on ne leur posait pas la question directement. Mais là aussi, on voit que plus les enseignants ont des stéréotypes de genre et plus les scores des filles baissent, alors que ça ne fait aucun effet sur les garçons. Il y a d'autres facteurs scolaires qui sont plutôt des facteurs contextuels d'ailleurs, qui peuvent influencer sur la performance. On a beaucoup parlé de la compétitivité, le fait que les filles ont l'air de perdre leurs moyens dans des contextes d'évaluation qui sont plus compétitifs, où on leur dit que l'évaluation va servir à comparer leurs compétences avec celles des autres camarades. Alors, voilà, quand on les met dans cette situation, elles tendent à avoir des performances inférieures. Mais ça, ce n'est pas spécifique aux mathématiques, c'est vrai un peu dans toutes les matières. Et on voit que ça correspond aussi à une différence de préférence, c'est-à-dire que les garçons aiment plus la compétition que les filles. Quand on leur donne le choix entre une tâche à faire dans sa version compétitive où on va comparer les performances entre les uns et les autres et une tâche où on ne va pas les comparer, les garçons, à tous les niveaux, vont plus choisir la tâche compétitive. Et ça, c'est vrai chez les enfants, chez les adultes, et à peu près pour toutes les tâches et pour toutes les matières. On peut obtenir à peu près le même résultat, plutôt que dire que ça va être une tâche de type compétitive. On peut dire qu'elle est chronométrée, ou qu'il faut le faire le plus vite possible. Et là aussi, ça va avoir tendance à faire ressortir les différences entre hommes et femmes ou entre garçons et filles quand il y a une forte pression temporelle, plus que quand il y a une faible pression temporelle. Si on revient aux évaluations nationales qui ont été faites par l'ADEP en CP, là, vous voyez les écarts garçons-filles par test. Donc, quand c'est à gauche de cette ligne, c'est
plus faible score pour les filles. Donc c'est vrai dans à peu près tous les tests qui ont été fait passer. Ceux qui sont en jaune, c'est les tests avec un chronométrage. Et vous voyez qu'effectivement, on voit que sur les barres en jaune, les filles ont l'air d'être encore plus désavantagées que les garçons. Donc il semble vraiment y avoir quelque chose avec cet effet de pression temporelle. Dans une de nos propres études, avec une précédente doctorante, où on a aussi utilisé des données de l'éducation nationale, on a regardé aussi dans quelle mesure les différences garçons-filles évoluaient en fonction du contexte d'évaluation. Donc là, on avait 3 contextes d'évaluation, c'était pour des collégiens, donc en 3e. Un test standardisé de l'ADEP en bleu, les résultats de l'examen du diplôme national du brevet en rouge et les notes données par les enseignants au contrôle continu en jaune. Donc 3 contextes d'évaluation qui ne produisent pas, et donc là vous voyez en français avantage aux filles, les barres sont au-dessus, en mathématiques avantage aux garçons, les barres sont en dessous. Enfin avantage aux garçons au test standardisé, beaucoup moins sur l'examen du diplôme national du brevet, et en fait un petit biais dans l'autre sens pour les notes des enseignants. Ce qui est frappant en fait, c'est que donc, là, on a 3 types d'évaluation dont on ne sait pas très bien par quoi elles diffèrent. Il n'y a pas une question, enfin la pression temporelle n'est pas, elle est plutôt du côté des évaluations standardisées et de l'examen qui était fait en temps limité aussi. Mais les évaluations nationales, pour le coup, étaient des tests sans aucun enjeu. On pourrait dire, en fait, là où il y a le plus d'enjeux, finalement, c'est le diplôme national du brevet, mais ce n'est pas là où les filles étaient le plus désavantagées. Donc, ce n'est pas forcément cohérent avec les résultats qu'on a vus précédemment. En tout cas, on voit bien que ce contexte d'évaluation, même si on ne le comprend pas bien, il a le même effet en français et en mathématiques. Les contextes qui réussissent bien aux filles en français réussissent bien aux filles en mathématiques. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux maths. Voilà, c'est une modulation de la performance qui affecte les filles différentiellement des garçons. Donc voilà, là j'ai passé en revue de manière assez rapide un certain nombre des grands facteurs sociaux, familiaux qui sont susceptibles d'influencer et potentiellement d'expliquer les différences garçons-filles en mathématiques. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est élargir la focale. Parce que finalement, regarder les différences entre les sexes en mathématiques, c'est juste un tout petit truc. Mais ça peut valoir la peine de se rendre compte que c'est une différence entre les sexes parmi plein d'autres. Et peut-être qu'on va comprendre un peu plus de choses si on considère l'ensemble des différences entre les sexes. Parce que des différences entre les sexes, il y en a plein. Là, j'ai pris une méta-analyse de 2019 qui recense les différences entre les sexes qui ont été rapportées dans des centaines et des centaines d'études dans à peu près tous les domaines. Donc là, vous voyez donc les grandes catégories, agression et violence, j'arrive même plus à lire, recherche de sensations et prise de risque, peur, habileté spatiale, mathématiques, intérêt pour les objets, relations sociales. Et donc vous voyez, celle que j'ai surlignée en bleu, c'est celle où il y a des grosses différences en faveur des hommes, supérieures à 0,4. Celle que j'ai surlignée en rose, c'est les grosses différences en faveur des femmes, supérieures à 0,4 aussi. Et puis ça continue sur 4 pages comme ça, sur le langage, sur les troubles mentaux, sur la sexualité, les préférences sexuelles, les conflits sexuels, et encore et encore. Donc vous voyez, des différences entre les sexes, on peut en trouver, mais par paquet de 12 en fait, si on prend la peine de regarder. Donc voilà, peut-être que cette différence qu'on trouve en mathématiques, il faut la resituer dans cet ensemble si on veut mieux la comprendre. Et j'irai encore plus loin, si on veut bien comprendre cette différence et ces différences cognitives entre les sexes de manière générale, peut-être il ne faut pas se restreindre à l'espèce humaine, mais prendre une perspective évolutionnaire et regarder aussi à travers les espèces. Parce que les humains ne sont pas les seuls à avoir des différences cognitives entre les sexes. En fait, quasiment tous les animaux ont des différences cognitives entre les sexes. Là, je vous ai mis des photos particulièrement éloquentes de dimorphisme sexuel, donc de différence de forme entre les mâles et les femelles. Et donc, très rapidement, pourquoi est-ce qu'on prend cette perspective évolutionnaire ? Qu'est-ce qui est sélectionné au cours de l'évolution ? C'est des variants génétiques qui contribuent à augmenter le nombre de descendants. La reproduction, c'est vraiment le truc qui est au cœur de l'évolution.
Donc, vont être sélectionnés les gènes qui augmentent la survie de l'individu, qui améliorent ses fonctions reproductives, qui améliorent son succès reproductif, donc le nombre de descendants qu'il va avoir, et qui améliorent aussi la survie de ses descendants, parce que c'est pas tout d'avoir des descendants, s'ils meurent tout de suite sans se reproduire, ça sert à rien. Voilà, donc ça, bon, voilà, principe de base. La reproduction sexuée, donc ça concerne une grande partie des êtres vivants, et donc c'est le mode de reproduction qui consiste à combiner le génome de deux individus pour former un individu nouveau. Donc chacun des parents contribue la moitié de son génome et ça forme le génome d'un nouvel individu. Et ces génomes sont contenus dans les gamètes fournis par les deux parents. Et donc ça existe depuis à peu près 2 milliards d'années. Maintenant, nous, on est dans le cas de ce qu'on appelle la reproduction sexuée anisogame, c'est-à-dire avec deux types sexuels différents qui produisent deux gamètes de tailles différentes, les gros gamètes et les petits gamètes. Et donc, par convention, on appelle mâles les individus qui produisent les petits gamètes et on appelle femelles les individus qui produisent les gros gamètes. C'est ça la définition biologique du sexe. Nous, on est dans le cas de figure B, c'est-à-dire le gros gamète, c'est un gros ovocyte qui est immobile et le petit gamète, c'est un petit spermatozoïde qui est mobile. Voilà, et ça, on traîne ça depuis 1 milliard d'années. Nous sommes les descendants d'une chaîne continue de reproduction entre un mâle et une femelle depuis 1 milliard d'années. Si un seul de ces couples avait échoué à se reproduire, on ne serait pas là pour en discuter aujourd'hui. Okay, donc c'est pour dire qu'on traîne un certain héritage. Et ça peut avoir des implications. Deuxième remarque que j'ai envie de faire, c'est que la reproduction, c'est un processus cognitif. Ce n'est pas qu'une histoire d'organes sexuels. Pourquoi ? D'abord, pour se reproduire, il faut identifier quels sont les partenaires sexuels fertiles avec lesquels on va pouvoir se reproduire. Des partenaires de sexe opposé, de la bonne tranche d'âge et peut-être avec les bonnes caractéristiques. Ensuite, il faut éprouver du désir sexuel pour ses partenaires potentiels. Il faut également évaluer les qualités reproductives de ces partenaires potentiels parce que tous les partenaires potentiels ne sont pas équivalents. Et puis, il faut avoir plus de désir pour les meilleurs partenaires que pour les autres. Ici, meilleur, évidemment, ça n'est pas un jugement de valeur. Ce qui est meilleur dans le sens de la sélection naturelle, c'est simplement les qualités qui vont permettre d'avoir plus de descendants qui vont eux-mêmes se reproduire à la génération suivante. Et puis, ce n'est pas tout d'identifier les partenaires désirables, mais encore faut-il être désiré par eux. Donc, ça peut conduire également à la sélection de comportements de séduction qui sont susceptibles de plus plaire à ses partenaires. Et puis, dans les espèces où les petits ne sont pas autonomes dès le jour de leur naissance et où il va falloir s'en occuper pendant un certain temps, eh bien, ça va aussi sélectionner des comportements parentaux de soins aux petits jusqu'au jour où ils peuvent voler de leurs propres ailes. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des processus cognitifs. Ça se passe dans le cerveau des animaux. Bien entendu, tout ceci, rien de tout cela n'implique un désir conscient de se reproduire. Tout ça, c'est câblé quelque part dans notre cerveau, dans le cerveau des animaux. Ça conduit à certains comportements et ça a été sélectionné parce que ça a conduit à augmenter la descendance de ces organismes. Mais ça ne veut pas dire que ces organismes, ils avaient un désir explicite d'avoir des descendants. Non, c'est juste arrivé, ça a été sélectionné. Et peut-être aussi chez les humains. Et dernière remarque, tous ces processus cognitifs diffèrent nécessairement entre mâles et femelles, parce que pour les mâles, ça concerne les femelles, et pour les femelles, ça concerne les mâles. Voilà, donc il y a beaucoup de différences entre les sexes qui sont liées à la reproduction, et y compris des processus cognitifs. De fait, donc cette reproduction sexuée anisogame, elle va impliquer des stratégies reproductives différentes pour les mâles et les femelles. Donc, comment ça se passe ? Typiquement, du fait de la taille différente des gamètes, les mâles et les femelles vont avoir un investissement initial différent dans leur progéniture. Les femelles, elles produisent un gros gamète, donc elles investissent plus dans leur progéniture, par définition. Et par conséquent, ça va entraîner un investissement total aussi qui est plus grand pour les femelles que pour les mâles. Pourquoi ? Parce que quand on a commencé à faire un investissement, il y a toujours la question, est-ce que je réinvestis encore un peu plus ou pas ? Mais celui qui investit plus au départ, c'est celui qui a le plus à perdre s'il arrête d'investir.
Et si l'autre partenaire se désiste, eh ben c'est lui qui va devoir investir encore un peu plus. Ce qui fait que ça entraîne une espèce d'escalade d'investissement dans laquelle les femelles non seulement vont investir plus dans la taille du gamète, mais elles vont investir plus dans toutes les autres composantes de la reproduction. Et chez les mammifères, ça se traduit par le fait que les femelles, en plus d'avoir un ovocyte plus gros, un gamète plus gros, elles vont porter le petit pendant toute la gestation et puis elles vont l'allaiter après pendant quelques années de plus. Donc il y a une différence d'investissement très importante entre mâles et femelles chez les mammifères. Ça va entraîner aussi autre chose, qui est que les mâles ont un potentiel reproductif plus important que les femelles. C'est-à-dire que potentiellement, ils peuvent avoir plus de descendants que les femelles, s'ils se débrouillent bien. Pourquoi ? Parce que plus on investit dans chaque descendant, moins on peut avoir de descendants, parce que les ressources totales qu'on peut investir sont forcément limitées. Ne serait-ce qu'en temps. Vous voyez, chez l'humain, si on consacre 9 mois à la gestation et 3 ans à l'allaitement en milieu naturel, ça veut dire qu'une femme, dans sa carrière reproductive, elle ne peut avoir qu'une dizaine d'enfants ou un petit peu plus. Vous voyez, j'ai mis les records ici. Donc le record de nombre d'enfants pour une femme, c'est 69. C'est sans doute pas ce que vous auriez deviné. Bon, c'est un cas sans doute très très particulier. Il y a eu beaucoup de grossesses gémellaires, des grossesses multiples chez cette femme qui explique un petit peu le nombre record. Bon, si on dit 10-12 comme maximum, ça paraît plus raisonnable. Pour les hommes, c'est à peu près 1000. Okay. Celui qui détient le record officiel, c'était un sultan marocain qui était surnommé Ismaël le Sanguinaire. On se demande pourquoi. Donc vous voyez, il y a une disproportion énorme, hein, même si ce n'est pas 69 et 1000, si c'est 10 et 100. De toute façon, c'est toujours comme ça. Le maximum reproductif, ça va toujours être plus élevé pour les mâles que pour les femelles. Et ça aussi, ça va avoir des conséquences. Ça veut dire que les mâles ont une variabilité reproductive plus importante que les femelles. C'est-à-dire que s'ils ont de la chance, ils peuvent avoir beaucoup de descendants, mais dans plein d'autres cas, ils vont avoir 0, alors que c'est beaucoup moins probable pour une femelle. Et ça peut aussi entraîner un certain nombre d'adaptations et de sélections. En tout cas, tous ces faits vont faire que les mâles et les femelles, en fait, pour eux, la reproduction, c'est des enjeux différents. Et ça va conduire à sélectionner des stratégies reproductives qui vont être typiquement différentes entre les mâles et les femelles. Donc toutes ces considérations amènent la théorie de l'évolution finalement à faire des grandes prédictions pour toutes les espèces à reproduction sexuée anisogame. Premièrement, qu'il va y avoir un investissement parental différencié à partir de la taille des gamètes. Chez les femelles, ça va de manière générale être plus important que chez les mâles. Chez les mâles, l'investissement minimal, ça peut être juste fournir un gamète, et puis après on s'en va. Ou ça peut être beaucoup plus. Et il y a plein d'espèces dans lesquelles les mâles ont un investissement important dans leur descendance, et c'est le cas chez l'humain. Chez l'humain, évidemment, les mâles investissent typiquement beaucoup dans une partie de leur descendance, pas forcément dans tous. Et ça aussi, c'est une petite différence avec les femelles. Deuxième prédiction de la théorie de l'évolution, il va y avoir des différences dans les stratégies reproductives. Typiquement, la stratégie qui va souvent être gagnante pour les mâles, c'est de maximiser le nombre de partenaires. Parce que si on fait ça, si on y arrive en tout cas, on peut maximiser le nombre de descendants en investissant très peu dans chacun des descendants. Ou en investissant sélectivement dans quelques descendants particuliers et en maximisant les autres. Alors que pour les femelles, comme de toute façon le nombre maximum il est borné, il n'est pas très important, ça ne sert à rien de multiplier à l'infini le nombre de partenaires. Donc il vaut mieux bien les choisir les partenaires qui ont les bonnes qualités, qui vont maximiser la survie et le potentiel reproductif des descendants. Donc ça conduit à des stratégies reproductives très différentes. Troisième prédiction, la compétition intrasexuelle va typiquement être plus forte dans le sexe qui a le plus fort potentiel reproductif, c'est-à-dire en général chez les mâles. Autrement dit, typiquement, les mâles, comme ce sont les femelles qui sont les plus en position de choisir les partenaires de qualité, les mâles, eux, vont être en compétition entre eux pour accéder, pour se reproduire avec les femelles. Et donc ça va conduire dans beaucoup d'espèces les mâles à lutter entre eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de compétition intrasexuelle chez les femelles aussi, mais elle va souvent se manifester d'une manière différente. Et puis, une autre prédiction, c'est l'apparition de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que les femelles et les mâles vont adopter des formes différentes. D'une part, pour les besoins de la compétition intrasexuelle, comme les mâles vont avoir tendance à lutter entre eux,
eh bien, ce qui va être sélectionné, c'est d'être plus grand et plus fort. Donc c'est comme ça qu'on va aboutir à beaucoup d'espèces où les mâles sont plus grands que les femelles. C'est pas pour que les mâles dominent les femelles, c'est pour que les mâles luttent entre eux, en fait. Voilà. Et puis par ailleurs, pour accentuer les traits qui sont attrayants pour le sexe opposé. Parce que comme les deux sexes choisissent leur partenaire, ils essayent de les choisir sur leur qualité reproductive. Mais après, ils peuvent aussi, des fois, par hasard, les choisir sur des caractères arbitraires, et ça va avoir tendance à se renforcer. Donc, c'est ce qu'on appelle la sélection sexuelle. Hein, c'est comme ça, les canards mandarins que vous voyez sur la précédente diapo, qui ont des formes très différentes, ben, c'est un effet de sélection sexuelle. Voilà, et ben, il ne vous aura pas échappé que toutes ces prédictions de la théorie de l'évolution, elles sont vérifiées non seulement dans plein d'espèces, mais aussi chez l'être humain et chez la plupart des mammifères. Donc de ce point de vue, on n'a pas l'air exceptionnel du tout. On a l'air d'être tout à fait une espèce parmi d'autres de ce qui est prédit dans le cadre évolutionnaire. Et de fait, si on revient à notre méta-analyse des différences entre les sexes, ben on en voit un paquet quand même qui ont trait à la sexualité, à la reproduction, aux critères de choix du partenaire sexuel qui sont différents pour les femmes et pour les hommes. Hein. Donc typiquement, les critères principaux de choix pour les hommes, ça va être l'apparence physique de la femme et son âge, alors que les critères principaux de sélection des partenaires sexuels pour les femmes, ça va être aussi l'âge, mais plus âgé dans l'autre sens, et les marqueurs de statut social. Okay, donc plutôt la capacité à investir dans la progéniture. Et ça, c'est vérifié à travers toutes les cultures du monde qui ont été testées. Voilà, il y a tout un tas d'autres choses, les conflits sexuels, donc voilà, tout ce qui est de l'ordre du viol, de l'agression sexuelle, de la coercition sexuelle, c'est aussi, comme vous le savez, quasiment exclusivement les hommes sur les femmes plutôt que le contraire. C'est parfaitement cohérent avec les intérêts reproductifs des hommes et les intérêts reproductifs des femmes. Ça n'aurait aucun sens pour une femme de violer l'état d'homme, par exemple, parce que ça n'augmenterait pas ni la quantité ni la qualité de sa descendance. Voilà, ça a des conséquences aussi en dehors du domaine sexuel. Là, vous voyez, au départ, on parle de stratégie reproductive, donc ça va avoir un effet énorme sur tout ce qui relève de la sexualité, mais ça va avoir des conséquences au-delà. À partir de là, ça va aussi modifier le comportement social. Donc, on a parlé de compétition intrasexuelle. Ben, c'est ça qui va entraîner que les mâles, de manière générale, sont plus agressifs et donc, chez l'humain, ben, vont commettre plus d'actes violents, plus d'homicides, etc. Hein, parmi les auteurs d'homicides, c'est à peu près 9 hommes pour une femme. Et voilà, pour tous les actes très violents, c'est ce genre de disproportion. C'est exactement ce qui est prédit par la théorie de l'évolution et la compétition intrasexuelle. Et puis, voilà, ça va avoir des conséquences potentiellement aussi sur tout le reste de la cognition sociale. Donc, le fait que l'élevage des petits repose essentiellement sur les femelles, ben, ça va avoir tendance à sélectionner des capacités empathiques chez les femelles qui vont après pouvoir se manifester dans plein d'autres cadres que juste pour les petits. Alors que pour les hommes qui sont en train de se taper dessus du fait de la compétition intrasexuelle, au contraire, ça va avoir tendance à inhiber l'empathie. Parce que pour arriver à taper sur quelqu'un, et voire jusqu'à le tuer, il faut être capable d'inhiber ses capacités d'empathie. Donc ça va produire des différences d'empathie entre les mâles et les femelles. Et ainsi de suite. Vous voyez, tout ça, donc en partant de la reproduction, en fait, on introduit des différences qui peuvent avoir des conséquences en cascade sur plein de domaines de la vie, bien au-delà de la sexualité. Donc, pour résumer cette partie, ce que permet le cadre évolutionnaire, finalement, c'est de comprendre les différences entre les sexes qui sont observables à travers toutes les espèces, y compris les exceptions, parce qu'il y a des exceptions. Pourquoi il y a des exceptions? Parce que, d'abord, toutes les espèces ne vivent pas dans la même niche écologique, et puis dans une niche écologique donnée, il y a des problèmes à résoudre, et il n'y a pas une solution unique à chaque problème. Il y a plusieurs manières de les résoudre, et donc différentes espèces vont trouver différentes manières de vivre et de se comporter, et de réussir finalement dans un écosystème donné. Et donc ça conduit des fois à ce qui apparaît être des inversions de rôle entre les mâles et les femelles. Donc il y a un certain nombre d'exceptions dans certaines espèces, mais elles sont évidemment minoritaires et elles sont parfaitement compréhensibles à la lumière de la théorie de l'évolution. Et puis ça permet aussi de constater que les différences qu'on observe chez l'humain, en fait, elles sont exactement celles prédites par le cadre général.
Autrement dit, si on voulait expliquer ces différences entre les sexes dans un cadre non évolutionnaire, par exemple dans un cadre 100% socio-constructiviste, qui attribuerait toutes les différences entre les sexes à des différences culturelles et sociales, ça serait quand même assez compliqué. J'ai mis peu plausible ici, vous voyez, c'est un peu un euphémisme, parce que réfléchissons un peu. Donc pour dire qu'il n'y a rien d'hérité de l'évolution, mais que toutes les différences entre les sexes chez l'humain sont dues à des circonstances sociales et culturelles, ça voudrait dire que chez l'humain, toutes ces différences entre les sexes qu'on a héritées depuis 1 milliard d'années, paf, elles ont été effacées. Pourquoi, comment, on ne sait pas, mais ça n'existe plus chez l'humain, ou ça ne s'exprime plus chez l'humain. Mais en plus de ça, ça voudrait dire que les conditions socio-culturelles qui existent à travers toutes les cultures du monde sont telles qu'elles font émerger des différences entre les sexes qui sont exactement celles prédites par la théorie de l'évolution, comme par hasard. Pas extraordinaire, ça? Donc, vous voyez, on ne peut pas dire que cette hypothèse, il est prouvé qu'elle soit fausse. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est une hypothèse extraordinaire qui, pour qu'on la prenne un petit peu au sérieux, mériterait des preuves extraordinaires. Or, les preuves ne sont pas là du tout, et les preuves, elles vont plutôt dans l'autre sens. Donc, le cadre évolutionnaire est vraiment indispensable pour comprendre de manière générale les différences cognitives entre les sexes. Alors, j'ai dit, ces différences entre les sexes, elles découlent bien du cadre évolutionnaire pour ce qui est des différences en termes de reproduction, de sexualité et aussi de comportement social. Maintenant, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il en est des capacités cognitives qui sont ni sexuelles ni sociales, voilà, les mathématiques, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? On ne voit pas trop pourquoi ça découlerait de ce cadre-là. Et effectivement, on ne voit pas trop. Mais quand même, par le fait de la sélection sexuelle, les mâles et les femelles vont sélectionner des partenaires qui ont certains traits physiques qui sont associés à leur qualité reproductive ou autres. Donc, par exemple, voilà, les canards mandarins, ces jolies couleurs, elles ont été sélectionnées par les femelles des canards mandarins pour des raisons X ou Y, mais du coup, comme les mâles qui portaient ces couleurs-là se reproduisaient plus que les autres parce qu'ils étaient choisis par les femelles, ils ont été choisis encore plus par les femelles et ainsi de suite. Donc des fois, on a des emballements comme ça, de même pour la queue du paon, etc. Donc la sélection sexuelle peut faire émerger de manière, peut sélectionner finalement des traits qui sont pas juste liés à la reproduction. Chez les humains, il y a un certain nombre de traits physiques dont on pense qu'ils ont fait l'objet d'une sélection sexuelle. Par exemple, le rapport entre la taille et les hanches. Chez la femme, il y a un certain rapport qui est jugé particulièrement attrayant par les hommes et qui a sans doute été sélectionné, et donc sélectionné par les hommes et donc amplifié chez les femmes pour plaire plus aux hommes. C'est une hypothèse parmi d'autres. Mais du coup, ce genre de choses, ça peut aussi arriver pour des traits cognitifs. Par exemple, si les hommes plus intelligents ou plus agressifs ont plus de descendants, les femmes qui préfèrent les hommes plus intelligents ou les hommes plus agressifs, elles vont avoir des descendants qui vont aussi se reproduire plus. Donc, elles vont aussi, par leur choix, accentuer ce type de traits cognitifs. Voilà, et de fait, comme je vous le montrais tout à l'heure, il y a des différences de critères de choix de partenaires sexuels entre les hommes et les femmes. Et puis, il y a une autre hypothèse qui est que du fait que les femelles doivent investir dans leur progéniture, elles n'ont pas le choix. Chez les mammifères, ça se traduit dans la gestation et l'allaitement. Et pour les femmes humaines, en gros, ça veut dire que chaque enfant, on est coincé 3 ans. On est moins mobile pendant 3 ans. Et donc ça va typiquement dans toutes les populations connues dans le monde et également dans le passé, ça va induire une répartition des tâches relativement naturelle, qui est que comme les femmes sont moins mobiles, elles vont avoir des activités qui sont plus proches du campement, et comme les hommes sont, eux, plus mobiles, ils vont pouvoir aller plus loin. Donc du coup, même si globalement les hommes et les femmes vivent dans le même environnement, ils sont confrontés aux mêmes tâches cognitives, et donc ça va sélectionner les mêmes capacités cognitives,
à la marge, en fait, ils vivent dans des environnements légèrement différents. Les hommes plus à parcourir de longues distances loin du camp et à chasser des gibiers. Les femmes plus à avoir des activités dans le camp, proche du camp, faire de la cueillette, etc. Et ben, du coup, ça veut dire que comme ils sont dans des environnements légèrement différents, des capacités cognitives légèrement différentes peuvent être sélectionnées chez les hommes et chez les femmes. Donc, par exemple, des capacités cognitives liées à l'orientation dans l'espace plus chez les hommes et des capacités cognitives liées à la mémoire spatiale pour la cueillette chez les femmes. Je ne dis pas que c'est prouvé, je dis que c'est une hypothèse et que ça permet de comprendre pourquoi des répartitions de tâches qui étaient au départ juste contraintes peuvent ensuite avoir été renforcées par la sélection. Et du coup, produire au jour d'aujourd'hui potentiellement des différences cognitives. Maintenant, encore faut-il voir si ces choses-là sont avérées. Vous avez peut-être entendu dire récemment que tout ça avait été remis en cause, cette idée que les hommes chassent plus que les femmes, par des découvertes d'anthropologues qui montrent que les femmes chassent autant que les hommes. Donc, notamment cet article « Le mythe de l'homme chasseur », où elles ont passé en revue les données ethnographiques à travers un grand nombre de peuples, je ne vous les montre même pas toutes, et ont identifié tous les peuples présents ou passés dans lesquels on a trouvé des traces de chasse par des femmes. Et ce sont tous les peuples pour lesquels il y a des petits astérisques ici. Donc elles ont trouvé qu'à peu près 70 ou 80% des peuples ont des femmes qui chassent, ce qui est un fait intéressant. Et donc à partir de là, un truc est parti en boucle pour dire, bon, en fait, le mythe de l'homme chasseur et de la répartition des tâches, c'est complètement faux. Bon, évidemment, ça a été très vite critiqué. Le problème de cette analyse, c'est qu'elle n'est pas quantitative. Juste dire, il y a des cas de chasse de femmes dans un peuple, ça ne permet pas de dire si c'est aussi fréquent que de la chasse chez les hommes et si ça permet de ramener autant de gibier que les hommes. Donc il faut regarder quantitativement et les gens qui ont fait ça ont trouvé que là, vous voyez, c'est les peuples, un par ligne, les quantités de gibier ramenées par les femmes, les quantités de gibier ramenées par les hommes en kilos. Et donc vous voyez que oui, il y a des peuples dans lesquels il y a des femmes qui chassent, et il y en a dans lesquels ça n'a pas été attesté, mais même dans les peuples où c'est les femmes qui chassent, les hommes, ils chassent encore plus. En tout cas, ils ramènent plus de gibier que les femmes. Donc en termes quantitatifs, de toute façon, la répartition des tâches, elle est bien là et elle est assez énorme en fait. Voilà, donc juste pour refermer la parenthèse là-dessus. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme données concrètes qui pourraient venir à l'appui qu'il y a vraiment des différences de capacité cognitive qui potentiellement pourraient résulter de la sélection naturelle. Donc là, je vous montre tout un tas de tests qui contribuent à la mesure de l'intelligence générale, ou le QI. Et globalement, sur les capacités intellectuelles générales, on ne trouve pas ou peu de différence entre les sexes. En revanche, quand on regarde au niveau des tests ou des domaines cognitifs plus particuliers, là, on trouve des différences un petit peu plus importantes. Vous voyez, là, les plus importantes, c'est dans le domaine du traitement visuel ou visio-spatial. Là, de manière très bien répliquée, les hommes ont des performances meilleures. Et dans le domaine de la vitesse de traitement, les femmes ont des meilleures performances. Donc en fait, vous voyez, quand on fait passer une batterie de tests, les profils cognitifs des hommes et des femmes diffèrent légèrement avec des scores qui sont égaux dans certains domaines, mais des pics et des creux qui sont parfois légèrement différents entre les hommes et les femmes. Et après, du coup, quand on moyenne tout ça pour faire un facteur G ou un quotient intellectuel, ça revient à peu près à la même moyenne pour les hommes et les femmes. Donc, il n'y a pas de différence d'intelligence générale entre les hommes et les femmes, mais sur des composantes cognitives particulières, il peut y en avoir. Et donc, particulièrement dans ce domaine visio-spatial qui n'est pas inintéressant parce qu'on pense que ça peut avoir un lien avec les mathématiques. Donc, ça concerne notamment le fait de visualiser, d'avoir la capacité de visualiser les objets en 3 dimensions. Donc, une manière dont ça peut se passer, ce test, on vous montre cette figure et puis on vous la présente sous différentes orientations. Et puis après, on vous fait choisir entre 2 versions de cette figure, soit cette figure a un nouvel angle que vous n'avez jamais vu, soit une image miroir de cette figure sous un nouvel angle, et vous devez dire si c'est la même qui a tourné ou si c'est pas la même. Et donc ça nécessite d'imaginer la figure en 3D qui tourne dans sa tête et de comparer. Et donc là-dessus, typiquement, les hommes ont des meilleures performances que les femmes, les enfants aussi, et pour savoir si
Si c'est une différence cognitive qui est potentiellement innée, en tout cas qui remonte à très loin dans le développement, eh bien, ça peut se tester chez des bébés. Donc ça a été fait comme ça justement chez des bébés. On les habitue à une version de l'objet sous différents angles et puis après on les expose soit à la version objet identique, angle différent, soit à la version objet image miroir et on regarde s'ils se déshabituent par le regard. Et on a un certain nombre d'expériences qui suggèrent que les filles de 3 à 5 mois ne font pas la différence entre un objet et son image miroir, alors que les garçons, eux, font une différence. Ils se déshabituent plus à l'objet nouveau qu'à l'objet familier. Donc là, on a les données les plus précoces sur une différence de capacité cognitive entre garçons et filles. Alors là, je vous montre 2 expériences. Est-ce que ça a été répliqué? Plus ou moins. Maintenant, il y a une méta-analyse récente qui porte sur 62 études, 1700 bébés entre 3 et 16 mois, et qui suggère que oui, cette différence est robuste et ne dépend pas de l'âge. D'ailleurs, elle est observée aussi bien à 3 mois qu'à 16 mois. Est-ce qu'elle serait observée à la naissance? On ne sait pas, c'est difficile à dire parce que ce protocole qui nécessite d'orienter la tête ou le regard vers un objet ou l'autre n'est pas disponible à la naissance parce que les nouveau-nés ne peuvent pas contrôler l'orientation de leur tête. Mais voilà, ça c'est un indice possible que pour une capacité cognitive bien spécifique, il pourrait y avoir un avantage au garçon qui soit observé dès la naissance et que peut-être il est là parce qu'il a été sélectionné. Ce n'est évidemment pas une preuve totalement définitive. Un autre élément qui peut contribuer à l'idée que ça a une origine biologique précoce, c'est le lien avec la testostérone prénatale ou postnatale. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, on a toutes les raisons de penser, parce qu'on a fait toutes les études chez les différentes espèces animales, que ce sont les hormones sexuelles qui masculinisent et féminisent les corps et les cerveaux, et qui peuvent donc contribuer à des différences cognitives entre les sexes. Et en particulier la testostérone, qui a un pic au tiers de la gestation chez les garçons, et un pic aussi chez les garçons à peu près à 3 mois après la naissance. Et ces 2 pics de testostérone ont des effets organisationnels, c'est-à-dire qu'ils vont rendre les corps des garçons différents de ceux des filles, et y compris potentiellement le cerveau. Alors que vous voyez, le taux de testostérone chez les filles, pendant la même période, il est plat parce qu'elles n'ont pas de testicules. Donc on peut regarder, on peut se demander dans quelle mesure est-ce que les taux de ces pics de testostérone à ces moments clés qui sont le premier trimestre premier trimestre prénatal et premier trimestre postnatal, est-ce que ça prédit certains traits cognitifs? Et donc là, c'est la testostérone postnatale mesurée par un test salivaire. Donc là, on retrouve la réplication du fait que les garçons font la différence entre les 2 objets tournés en 3D alors que les filles ne la font pas. Mais en plus, on voit qu'il y a une corrélation entre le taux de testostérone postnatal des garçons et leur performance dans ce test de rotation mentale en 3D, alors que ça n'a pas d'effet chez les filles. L'originalité de cette étude, c'est qu'ils n'ont pas considéré qu'une hypothèse biologique précoce, mais qui se sont aussi demandé, mais est-ce qu'en fait, il n'y a pas de contradiction entre les facteurs biologiques précoces et les facteurs sociaux? Les 2 pourraient être vrais. Donc, on va tester aussi une hypothèse sur un facteur social. On va questionner les parents de ces bébés sur leur stéréotype de genre. Est-ce que vous trouvez que c'est bien que les hommes, que les femmes fassent ceci, cela, etc. Il y a tout un questionnaire standardisé pour ça. Et donc, ils ont mesuré ces stéréotypes de genre des parents qui sont représentés ici sur l'axe des X. Et pareil, les performances des bébés dans cette tâche de rotation mentale en 3D. Et là, cette fois, on voit que c'est sur les filles que ça a un effet. Les parents qui ont les plus forts stéréotypes de genre ont les filles qui ont les moins bonnes capacités de rotation mentale en 3D. Vous voyez, c'est amusant parce que c'est toujours le même résultat qu'on trouve. Quand il y a un effet de stéréotype de genre, c'est sur les filles. Ça ne fait rien aux garçons et c'est toujours sur les filles que ça a un effet. Bon, voilà. À nouveau, c'est une seule étude, ce n'est pas un effectif délirant. Est-ce que ça a été répliqué? Ce n'est pas hyper clair. Alors oui, ça a été répliqué au moins dans une étude pour l'effet de la testostérone prénatale. Donc cette fois, c'est au premier trimestre prénatal. Donc voilà, il y a des données suggestives, on va dire, selon lesquelles ces capacités de rotation mentale en 3D, ça apparaît très précocement et ça semble être influencé par des hormones sexuelles très précoces. Il y a un 3e faisceau d'indices qui suggère que ça puisse avoir une origine biologique précoce. C'est des expériences de la nature qui sont les cas d'hyperplasie congénitale des surrénales.
Donc là, on regarde des cas de filles avec des chromosomes sexuels X et X, mais qui ont une mutation d'une certaine enzyme qui fait qu'elles vont accumuler dans leur tissu un précurseur du cortisol qui va jouer le même rôle chimique que les androgènes, donc que la testostérone. Donc ce n'est pas qu'elles sécrètent plus de testostérone que la normale, mais c'est qu'elles vont être imprégnées d'une molécule qui va jouer le même effet que la testostérone. Et du coup, les tissus de ces filles génétiques vont être en partie masculinisés. Voilà, et ça va avoir des conséquences physiques sur leurs organes génitaux, et ça va aussi avoir des conséquences cognitives. Et parmi ces conséquences cognitives, on les a testées sur des tests de rotation mentale en 3D, tiens, comme par hasard. Donc ici, vous voyez les performances des filles, ce sont les ronds blancs. Voilà, les performances des garçons, ce sont les triangles blancs. Et les performances des filles avec hyperplasie congénitale des surrénales, ce sont les ronds noirs. Et donc, vous voyez qu'elles ont des performances qui sont un peu intermédiaires entre les garçons et les filles. Et du coup, voilà, ça suggère aussi, c'est évidemment, donc ce genre d'expérience naturelle, ça remplace les expériences qu'on aurait pu faire au laboratoire, mais qui n'auraient jamais été éthiques. Vous voyez, exposer une fille à des taux de testostérone élevés de manière prénatale ou postnatale, on ne va jamais faire ce genre d'expérience pour des raisons évidentes. Mais là, des fois, ça arrive à cause d'une mutation, et ça permet d'avoir des informations qu'on n'aurait pas autrement. Donc là aussi, c'est un troisième argument en faveur d'un rôle des hormones sexuelles pré- ou postnatales sur la rotation mentale en 3D. Ça a également été répliqué, même si on reste toujours sur des petits effectifs, des données qui sont imparfaites. Bon, alors du coup, est-ce qu'on a la preuve que ça y est, les différences de maths entre garçons et filles, c'est inné? Pas si simple, parce que qu'est-ce que tout ça a à voir avec les mathématiques? Donc c'est vrai que quand on interroge les mathématiciens, ils disent « Ah oui, moi, les objets mathématiques, je les vois dans l'espace. » Et c'est sans doute vrai des grands mathématiciens. Au moins dans certaines parties des mathématiques, mais est-ce qu'il faut en faire une généralité? Si on fait une analyse un petit peu des capacités cognitives qui sont sollicitées par les mathématiques, donc déjà, première remarque, les maths, ce n'est pas une capacité cognitive primaire qui a été sélectionnée chez nos ancêtres. Ils ne faisaient pas de maths à part compter 1, 2, beaucoup. Mais en fait, c'est un objet culturel très complexe qui implique de nombreuses fonctions cognitives. Probablement toutes les fonctions cognitives sont impliquées dans les mathématiques d'une manière générale. Donc les représentations analogiques des quantités, qui sont des représentations qu'on partage avec les autres espèces animales, mais aussi des capacités visio-spatiales, la mémoire verbale à court terme, la mémoire visio-spatiale à court terme, la mémoire à long terme, le raisonnement fluide, et j'en ai certainement oublié. Et du coup, donc ça sollicite un très grand nombre de fonctions cognitives. Dans certaines, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Dans certaines, il y a un avantage aux hommes. Dans certaines, il y a un avantage aux femmes. Quel est le résultat final? Personne n'en sait rien. Et en fait, il n'y a même pas de réponse à cette question, parce que ça va dépendre sans doute des domaines des mathématiques. On peut imaginer qu'en géométrie, les capacités visio-spatiales vont solliciter plus particulièrement ces capacités visio-spatiales qui donnent l'avantage aux hommes, mais dans le domaine de l'analyse, du numérique, etc., c'est pas du tout clair. Donc, à la fin, quelle est la résultante? Ça dépend sans doute du domaine des maths, ça dépend sans doute du niveau, et on ne sait pas. Donc, en fait, ceci pour dire que quand bien même on sait qu'il y a des différences cognitives entre garçons et filles, que certaines d'entre elles sont peut-être innées, ça ne prédit pas forcément une différence garçon-fille en mathématiques. Parce qu'aucune fonction cognitive particulière ne détermine la performance en mathématiques. D'ailleurs, si on regarde, si on essaye à nouveau chez les bébés de tester des compétences mathématiques précoces, eh bien, donc là, vous voyez, il y a tout un... suivre des objets dans l'espace, faire des additions et des comparaisons, des problèmes géométriques, etc. Tout ça sont des choses, des problèmes de maths élémentaires qu'on peut tester chez le bébé. Vous voyez, ce sont des bébés de 6 mois, là, juste par des tests perceptifs, pour voir s'ils font la différence entre différents nombres, par exemple, entre différentes tailles, entre différentes surfaces. On ne trouve aucune différence entre garçons et filles. Là, les filles sont en gris, les garçons sont en noir, et il n'y a aucune différence à 6 mois sur toutes ces tâches. De même que vous vous souvenez, on ne trouvait pas de différence dans les tests de maths en moyenne section de maternelle, ni dans la cohorte ELF, ni dans les évaluations de l'éducation nationale.
Donc c'est quelque chose qui apparaît plus tard. C'est pas parce que ça apparaît plus tard que c'est forcément induit par l'environnement au moment du CP non plus. Il se pourrait juste qu'il y ait des différences innées qui ne se manifestent qu'au moment où les capacités cognitives concernées vont être sollicitées à un certain niveau de difficulté et que c'est seulement au CP que ce niveau de difficulté apparaît. Donc bref, on n'a pas de moyen de trancher, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'il y ait des différences cognitives innées spécifiques dans le domaine des mathématiques. Malgré tout, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun lien entre ces capacités visio-spatiales et le domaine des sciences, de l'ingénierie et des mathématiques? Si, quand même, il semble y avoir un lien. Donc là, dans cette étude, il montre qu'il y a une corrélation entre les compétences visio-spatiales et le succès dans les études en sciences, dans les études en maths et dans les études en ingénierie. Donc voilà, il y a un lien, il y a une contribution, mais c'est une contribution partielle et qui aussi va se contrebalancer avec les contributions d'autres fonctions cognitives, dont certaines peuvent être à l'avantage des filles. Donc bref, là-dessus, c'est difficile d'avoir une conclusion claire. Je voudrais évoquer encore une dernière différences potentielles entre hommes et femmes, garçons et filles, qui pourraient contribuer aux différences en mathématiques, ce sont les différences de préférence. Donc pourquoi? D'une part parce que c'est assez évident, elles pourraient expliquer des différences de choix et d'orientation, quel que soit le niveau de performance. Mais aussi parce que si ces différences de préférence pour telle ou telle activité, pour telle ou telle matière se manifestent tôt dans le développement, elles vont entraîner un engagement différent dans le travail dans ces matières, et du coup, ça peut produire à la longue des compétences différentes. Évidemment, plus on s'entraîne dans un domaine, et plus on va acquérir de la compétence. Donc, ça pourrait aussi, c'est aussi quelque chose à explorer. De fait, on a à nouveau dans cette méta-analyse pas mal de données qui montrent que globalement, les hommes et les femmes ont des préférences différentes, notamment dans ces domaines-là, donc sur l'intérêt pour les objets et pour les systèmes matériels. Ça, c'est quelque chose qui est typiquement masculin, avec des tailles d'effet qui sont importantes. On est par là, voyez. Alors que l'intérêt pour les personnes et les relations sociales, ça, c'est quelque chose qui est plus fort chez les femmes, aussi avec une taille d'effet importante. On est par là. Donc, à nouveau, on peut se poser la question, OK, d'où ça vient? Est-ce que c'est quelque chose qui est acquis? Peut-être. Là, c'est la même chose chez l'enfant. Donc, de manière générale, ces choses-là, ça se teste par questionnaire. On demande aux gens, est-ce que tel ou tel truc vous intéresse? Est-ce que vous aimez faire ceci ou cela? Et puis, ils répondent et on en fait des scores de systématisation, intérêt pour les objets et les systèmes, ou d'empathisation, intérêt pour les personnes et les relations. Là, c'est la version enfant, c'est rempli par les parents qui vont répondre, voilà, mon enfant aime s'occuper des autres personnes. Donc, si on répond oui, ça va donner des points en plus dans le score d'empathisation. Mon enfant aime beaucoup arranger les objets de manière précise et tous aligner les uns avec les autres. Ça va faire augmenter le score de systématisation, etc. Voilà, c'est calqué sur le questionnaire parent, mais c'est adapté aux enfants. Et voilà, quand c'est testé sur une grande population, on voit que, donc ici c'est le score d'empathie et ici c'est le score de systématisation. Alors bon, c'était une étude aussi qui portait sur l'autisme, ce sont les individus en jaune, mais ignorez-les. Vous voyez qu'il y a une différence, à nouveau, entre les garçons en bleu, les filles en rouge. Je vous ai remis les distributions pour que vous appréciez la taille des différences, parce que ce graphique n'est pas hyper lisible. Donc voilà, chez l'enfant aussi, les filles ont un plus fort score d'empathie, les garçons ont un plus fort score de systématisation. Quand on essaye de tester les préférences spontanées chez les garçons et les filles, souvent le test le plus couramment utilisé, c'est le choix de jouets. On fait entrer l'enfant dans une pièce qui est remplie de jouets et on regarde vers lesquels il va se diriger spontanément, avec lesquels il va passer le plus de temps. Et sans surprise, à peu près à tous les âges, dès l'âge de 2 ans, voilà, il y a certains choix qui sont faits beaucoup plus par les garçons et certains choix qui sont faits beaucoup plus par les filles. Et ce sont des tailles d'effet qui sont très importantes. Vous voyez, là, on est aux alentours de 1. Quand on les oblige à choisir entre un jouet typiquement masculin et un jouet typiquement féminin, là, ça révèle encore plus leur préférence. On est sur une taille d'effet de 4. Donc, vous voyez, c'est colossal. C'est au-delà de l'échelle de ce que j'avais pensé à représenter. Donc, les garçons et les filles, dès le plus jeune âge, ils ont des préférences très fortes pour certains jouets et certaines activités.
D'où ça vient? Est-ce que ça vient de facteurs biologiques précoces ou pas? Ben, là aussi, c'est difficile de le déterminer, bien sûr. À nouveau, les filles avec hyperplasie congénitale des surrénales peuvent donner quelques indices. Donc là, vous voyez le taux de choix de jouets de garçons ou de jouets de filles, choix manifesté par les filles en noir ou les garçons en blanc. Vous voyez qu'ils sont bien renversés. Donc les garçons préfèrent les jouets de garçons, les filles préfèrent les jouets de filles. Et les filles avec CAH, ben, elles sont là, elles font aussi des choix intermédiaires. Voilà. Donc ça aussi, c'est potentiellement un indice du fait du rôle d'hormones sexuelles précoces. De même que cette étude sur le nouveau-né, où les nouveau-nés, on leur donnait à regarder soit le visage d'une femme, soit la photo du visage de la même femme, mais complètement mélangée, et avec une petite bille qui pendait, donc une espèce de mobile. Donc en gros, un visage ou un objet. Et dans cette expérience, ils ont trouvé que les nouveau-nés garçons préféraient en majorité regarder le mobile, alors que les nouveau-nés filles préféraient en majorité regarder le visage. À nouveau, c'est juste une expérience qui est loin d'être parfaite, qui a un petit effectif. Est-ce que c'est répliqué? En fait, bon, il y a eu plein d'expériences de préférence visuelle chez le nourrisson, mais conduites comme celle-là, il n'y en a eu aucune. Donc on ne sait pas très bien si celle-ci est répliquée ou pas. Même ça me démange un petit peu de refaire moi-même cette expérience au niveau d'ignorance où on en est. De manière générale, toutes ces préférences pour des jouets, ces comportements sexués, on peut aussi regarder la corrélation avec les taux de testostérone fœtal, et on en trouve. Donc là, vous voyez, c'est donc PSAI score, c'est un score de comportement, enfin de préférence pour des activités et des comportements typiques d'un sexe, enfin typiques du sexe, et donc c'est corrélé avec le taux de testostérone fœtal chez les filles et chez les garçons aussi. Ce n'est pas des grosses corrélations, mais ça a le mérite d'exister. Voilà. On a beaucoup parlé de différences cognitives, de différences de comportement. Évidemment, tout ça, ça se passe dans le cerveau, donc ça pose la question, est-ce qu'on trouve des différences entre les sexes aussi dans le cerveau? Donc je vais peut-être passer de manière accélérée ces diapos, mais la réponse, c'est oui. Quoi qu'en disent certaines personnes, on a nous-mêmes fait la plus grande étude d'imagerie cérébrale du monde sur le sujet, qui a permis de montrer que, d'une part, les hommes ont un plus gros cerveau que les femmes, ça tout le monde le sait, mais ça n'est pas entièrement dû au fait qu'ils sont juste physiquement plus grands que les femmes. Même à taille du corps égale, ils ont un cerveau plus gros. Après, qu'est-ce que ça donne aux hommes, ce cerveau plus gros? On ne sait pas, vu qu'ils ne sont pas plus intelligents en moyenne, mais c'est un fait qu'ils ont un cerveau plus gros. Et après, du coup, ça a un impact sur les différences cérébrales dans des régions locales. Mais à nouveau, est-ce que ces différences cérébrales dans des régions locales sont entièrement dues au fait que le cerveau des hommes est plus gros que celui des femmes? Non, quand on ajuste correctement sur le volume cérébral total, il reste encore plein de régions du cerveau qui montrent des différences de volume entre hommes et femmes. En fait, nous, on trouve que les 2/3 des régions du cerveau ont des volumes différents entre hommes et femmes à volume cérébral total égal. Ce sont des différences qui sont petites, mais qui, dans certains cas, sont un peu plus grandes. Donc, on ne sait pas quelles sont les causes de ces différences, on ne sait pas quelles sont leurs conséquences cognitives. En fait, on n'a aucune connaissance du lien entre les différences cérébrales entre les sexes et les différences cognitives entre les sexes, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de différence cérébrale entre les sexes. Voilà. Et d'ailleurs, on voit ça dès la naissance pour les études qui ont fait des IRM de nouveau-nés ou de tout jeunes nourrissons. Les mêmes différences de volume cérébral total sont observées et ne se réduisent pas aux différences de poids à la naissance, de même qu'on trouve des différences de volume locaux, même quand on ajuste sur le volume total. Voilà. Donc il y a des différences cérébrales entre les sexes, mais l'interprétation reste ouverte. Le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, ce sont les différences de variabilité entre les mâles et les femelles de manière générale, avec l'hypothèse de plus grande variabilité des mâles. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on observe partout, tout simplement. Même à l'éducation nationale, je reviens sur cette note de l'ADEPE que j'avais dans la première diapo, où ils ont regardé non seulement les différences de score moyens entre garçons et filles en maths à tous les niveaux scolaires, mais là, ils ont regardé les différences de variabilité entre les garçons et les filles sur les scores de maths à tous les niveaux scolaires. Et vous voyez que toutes les barres qui sont au-dessus de la ligne 0 ici,
eh ben, elles disent que les garçons ont des scores de maths plus variables que les filles. Okay, donc ça, c'est déjà un fait frappant. Et ça concorde avec des observations qui ont été faites dans tous les domaines et dans toutes les espèces. Pourquoi c'est important? Parce que quand il y a là c'est un exemple où il y a une petite différence entre les sexes, toute petite, mais avec la même variabilité entre les mâles et les femelles. Là, c'est un exemple où la variabilité est plus grande dans les mâles. Là où ça va faire une différence, c'est aux extrêmes. Je zoome ici sur les extrêmes. Si tout d'un coup, on se met à sélectionner les individus qui sont à 3 écarts types au-dessus de la moyenne, là, ça ne fait pas une grosse différence. Mais là, ça fait une grosse différence. Tout d'un coup, il y a une disproportion de mâles qui sont au-dessus d'un certain seuil. Et du coup, ça va avoir potentiellement des conséquences dans tous les contextes où il y a une sélection des meilleurs. Là, je vous montre qu'en fait, c'est une observation qu'on fait partout. Donc, dans tous les tests cognitifs qui sont mesurés à tous les âges, on trouve globalement, dans la plupart d'entre eux, une plus grande variabilité des hommes que des femmes. C'est ce qu'on trouve ici dans notre étude sur UK Biobank. Donc là, c'est des tests de capacité cognitive qui ont été administrés à 300 000 personnes. Et on trouve que sur tous sauf un, les hommes sont plus variables que les femmes. Ça, c'est les résultats qu'on a obtenus sur les enfants de la cohorte Eden, à qui on a administré des tests à tous les âges, vous voyez, 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc. Et sur presque tous les tests, les garçons sont plus variables que les filles. Donc c'est vraiment un phénomène très, très universel. On l'observe aussi dans le cerveau. Les régions cérébrales des garçons ou des hommes sont plus variables que les régions cérébrales des filles. On l'a retrouvé aussi dans nos 40 000 cerveaux de UK Biobank. Et d'où ça vient tout ça? Eh bien, on en revient à la plus grande variabilité reproductive des mâles que des femelles. Le fait qu'on peut avoir 1000 descendants quand on est un homme et seulement 66 au maximum quand on est une femme. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été observé à travers de grands nombres de peuplades traditionnelles, comme chez des peuples qui ont laissé des traces écrites. Quand on regarde quel est le nombre de descendants qu'ont eu les hommes ou les femmes, on trouve que toujours les hommes en ont plus. Enfin, les hommes qui en ont le plus en ont plus que les femmes qui en ont le plus. Et du coup, quel est le lien? Le lien, c'est que les hommes, ils sont dans un environnement reproductif où, si on gagne le gros lot, c'est un très très gros lot. Alors que les femmes, de toute façon, le gros lot, il est borné à 10. Donc, il n'y a pas forcément une grande incitation à aller plus loin. Mais pour les hommes, avoir un phénotype extrême, ça peut être une garantie de décrocher le gros lot. Mais ça peut être très risqué aussi. Donc imaginez, être extrêmement agressif. Ça peut permettre de dominer tous les autres hommes et de récupérer toutes les femmes pour soi. Et ça permet de gagner le gros lot d'un point de vue de la descendance. Mais c'est aussi extrêmement risqué parce que peut-être ça fait qu'on va mourir jeune et qu'on aura 0 descendant. Donc, et peut-être que même 9 fois sur 10, on va mourir jeune sans descendant. Mais si 1 fois sur 10, on en a 500, eh ben, en fait, en moyenne, c'est une stratégie gagnante qui peut donc être sélectionnée. Et du coup, ça va induire une incitation à des phénotypes plus extrêmes chez les hommes. Ça peut être extrêmement violent, ça peut être extrêmement intelligent, ça peut être extrêmement fort, etc. Il peut y avoir différents phénotypes. Mais donc, voilà, il y a une sélection de l'extrémisation chez les mâles qu'il n'y a pas chez les femelles. Et du coup, c'est ça qui peut expliquer cette plus grande variabilité des mâles que des femelles sur à peu près tous les traits qu'on est capable de mesurer. Et bien entendu, on observe ça aussi dans les autres espèces animales, pas que chez l'humain. Donc, pour conclure, si on fait une synthèse des différences entre les sexes à l'issue de tout ce panorama, il y en a des grandes, il y en a des petites, il y en a avec des bons niveaux de preuve et d'autres avec des niveaux de preuve beaucoup plus faibles. Globalement, sur tout ce qui est proche de la reproduction, il y a des différences entre les sexes qui sont énormes, avec des niveaux de preuve forts et des niveaux de preuve d'origine biologique précoce qui sont forts aussi. Ça déteint aussi sur le comportement et la cognition sociale, avec des tailles d'effets qui sont importantes mais un peu plus faibles. Ça va avoir aussi des conséquences en termes de différence de préférence entre hommes et femmes et différence de personnalité, j'en ai pas parlé. Il y a des différences d'anatomie cérébrale, il y a des différences dans des capacités cognitives spécifiques, mais alors là, on arrive dans les différences beaucoup plus petites, et les preuves qu'elles sont influencées par des facteurs biologiques précoces sont beaucoup plus faibles.
Et puis sur les capacités cognitives générales, pour le coup, il y a, pour ainsi dire, pas de différence et pas de preuve. Voilà. Et donc si on revient à notre problème initial qui était est-ce qu'on peut arriver à expliquer les différences entre garçons et filles en mathématiques, il y a tout un tas de facteurs d'explication possibles. Est-ce que ça peut être dû à des différences cognitives innées, entre guillemets? Honnêtement, ce n'est pas clair. Le meilleur candidat qu'on ait, c'est la rotation mentale en 3D, pour lequel on a des preuves qui sont suggestives qu'effectivement, il peut y avoir une différence innée avec des facteurs biologiques précoces, etc. Mais ce n'est pas parfait non plus. Et quelle est la contribution de cette rotation mentale dans l'espace aux capacités en mathématiques? Honnêtement, c'est loin d'être clair. Donc, voilà, je ne mettrai pas forcément tout mon argent sur cette hypothèse-là. En revanche, j'en mettrai plus sur les différences de préférence, parce que là, pour le coup, elles sont bien mieux établies. Leur origine précoce est aussi très bien établie. Et on peut tout à fait imaginer que le fait de simplement avoir des goûts différents va engager les garçons et les filles dans des activités différentes qui vont ensuite produire des capacités différentes. Différence de socialisation, d'influence, de modèle, ben voilà, j'en ai montré des exemples. Il y a clairement des preuves convaincantes du fait que ces facteurs existent et qu'ils ont un effet causal sur les différences garçons-filles, même si ils n'ont pas forcément des différences très grandes, et si on a souvent tendance à vouloir leur faire tout expliquer, sans doute un peu à tort, à mon avis. Est-ce que les différences qu'on observe sont induites par la menace du stéréotype? Peut-être dans une toute petite mesure, mais franchement, je n'y crois que modérément. Et puis enfin, je remets cette histoire de la plus grande variabilité masculine, qui en soi ne peut pas expliquer une différence moyenne entre garçons et filles, parce que l'écart type est indépendant de la moyenne, mais ça va avoir des conséquences aux extrêmes. Et donc, dans tous les contextes où on sélectionne les meilleurs, par exemple dans les filières scientifiques où on va sélectionner les meilleurs en maths, eh ben, ça va avoir un impact, quand bien même les garçons et les filles ont le même niveau moyen, et même quand bien même les filles seraient meilleures en moyenne que les garçons, le seul fait qu'il y ait une plus grande variabilité chez les garçons va faire que quand on regarde suffisamment à l'extrême, eh ben, il y aura toujours plus de garçons que de filles. Et donc ça aussi, ça peut contribuer aux explications des problèmes sociaux qui nous préoccupent tous. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour l'exposé. Je profite du fait que je suis proche du micro pour l'utiliser. Pourquoi est-ce qu'on se focalise autant sur les maths où on observe une meilleure statistique pour les garçons et pas sur le français où on observe une bien meilleure statistique pour les femmes? C'est essentiellement dû au fait que les maths donnent accès aux carrières les plus rémunératrices et que du coup ça produit des inégalités sociales. Mais je suis d'accord qu'on devrait avoir aussi une beaucoup plus grande attention au décrochage des garçons en lecture, en écriture, en français, parce que le français c'est quand même utile dans la vie, enfin le langage de manière générale, et ça obère aussi leur perspective d'études et de carrière, hein. Donc il faut être attentif à toutes les difficultés de tous les élèves, de toute façon. Est-ce qu'il y a eu des études sur des vrais jumeaux? Alors oui, bien sûr, mais il faudrait aller au bout de votre question, parce que bien sûr, il y a des études sur des jumeaux, vrais jumeaux, faux jumeaux, qui ont été utilisées notamment pour quantifier la part de variabilité génétique qui explique la variabilité phénotypique. Mais donc ça fait partie des arguments qui me permettent de dire que, vous vous souvenez dans mon petit modèle causal, que les facteurs génétiques peuvent avoir des effets sur les capacités cognitives. Ça, voilà, moi je considère que c'est établi au-delà de tout doute raisonnable. Mais après, ça ne permet pas de parler directement des différences garçons-filles, en fait. Les différences génétiques, elles sont principalement sur les autosomes. Enfin, si vous voulez, les différences génétiques entre les sexes, c'est des gros chromosomes, et du coup, ça permet difficilement de décomposer ce qui se passe au-delà. Je ne sais pas si c'est très clair comme réponse. Bonjour et merci beaucoup. Sur les évaluations nationales en maths, il y a différentes catégories d'exercices, et on voyait qu'il y avait quand même des petites catégories où les filles étaient en général meilleures. Est-ce qu'on a cherché des explications, par exemple, en les reliant aux différences, aux
aux différences cognitives remarquées. Est-ce que là où les filles sont meilleures, c'est là où les exercices font a priori appel à une vitesse de traitement Ouais, c'est une bonne question. Moi aussi, j'ai envie de regarder ça. J'ai regardé un petit peu de manière informelle pour voir s'il y avait quelque chose qui me sautait aux yeux. Ah oui, c'est là que les filles sont meilleures et ça se comprend parce que ça m'a pas sauté aux yeux, si vous voulez l'explication. Donc ça mériterait une analyse plus systématique, oui. Mais voilà, j'ai pas de réponse. Ça n'a pas l'air si évident que ça. Merci beaucoup, c'était passionnant. Vous n'avez pas parlé du tout de différence de maturation du système nerveux, des comportements entre filles et garçons. On croit peut-être à tort, je ne sais pas, que les filles mûrissent plus rapidement que les garçons. Est-ce que ça ne peut pas aussi avoir un impact dans leurs préférences, dans leurs choix et dans la façon dont les adultes attendent ceci ou cela à certains âges de la vie? Certainement. Ce que je sais sur le sujet, c'est que les filles développent le langage plus rapidement que les garçons en moyenne. Donc les premiers mots, enfin, dès que les enfants prononcent les premiers mots, on voit que les filles sont en avance sur les garçons. Et elles vont conserver cet avantage à peu près jusqu'à l'école, vers 6 ans. Et puis après, les garçons vont globalement les rattraper, sauf en lecture et en orthographe. Donc il y a ça, et puis après il y a la puberté, et là pour le coup la puberté arrive plus tôt chez les filles, et ce qui fait qu'effectivement elles vont maturer plus vite que les garçons. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Donc oui, ça fait des trajectoires de développement qui sont un petit peu différentes, c'est clair. Est-ce que ça alimente les différences cognitives moyennes dans un sens ou dans l'autre? Je ne sais pas exactement. Je vois que vous avez une idée en tête, mais... Si vous êtes très bonne à l'école ou dans vos premières années en termes de langage, si vous éblouissez votre entourage et vos professeurs parce que vous êtes très bon en langue, en français ou en autre langue, peut-être qu'on va moins vous pousser à aller ailleurs dans la direction des sciences ou des mathématiques, peut-être. Oui, c'est possible. Donc effectivement, on peut imaginer à la maternelle, l'essentiel des activités qu'on fait sont plus centrées autour du langage, et les mathématiques, c'est quand même il y a très peu de choses en maternelle. Donc du coup, les filles vont plus s'illustrer que les garçons en maternelle, et donc on va plus les pousser dans cette voie. Ouais. Pourquoi pas? Il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. Ouais. Madame. Dans une des études, on voyait donc que 3 pays, Finlande, Slovénie et Norvège, avaient des résultats différents de tous les autres pays. Est-ce qu'il y a eu d'autres études plus poussées pour voir qu'est-ce qui faisait cette différence entre ces pays? Oui, alors c'est un sujet hautement controversé. C'est ce qu'on appelle le Gender Equality Paradox. C'est-à-dire, j'ai même des diapos là-dessus, mais alors j'hésite à vous les montrer parce que c'est compliqué. C'est vrai que quand on regarde les différences entre les sexes à travers les pays, si on devait faire une prédiction, on se dirait, dans les pays où il y a les plus forts stéréotypes de genre, c'est là où les filles vont être le plus désavantagées par rapport aux garçons. Et en particulier, sans doute, dans les pays où les femmes sont les plus désavantagées, les plus maltraitées, etc. Donc vous avez tout de suite à l'esprit toute une gamme de pays où les femmes devraient être particulièrement faibles en maths. Et quand en fait on regarde la corrélation entre les différences à travers les pays, on voit à peu près le contraire. C'est-à-dire que, comme l'exemple de la Finlande le montre, les pays où les filles sont les plus au même niveau que les garçons, voire supérieurs aux garçons en maths, ce sont des pays qui semblent les plus égalitaires, les pays scandinaves. Et les pays où les filles sont meilleures en maths que les garçons, ça va être des pays comme l'Iran, la Turquie, la Jordanie. Et donc vous dites, donc du coup ça colle pas du tout avec notre histoire de stéréotypes de genre. C'est pour ça que ça s'appelle le paradoxe le paradoxe de l'égalité de genre. Donc, une interprétation de ce fait, c'est de dire, en fait, les différences hommes-femmes en mathématiques, elles sont pas dues aux stéréotypes de genre, elles sont dues à des différences de préférence. Et dans les pays les plus égalitaires, les filles et les femmes ont le plus de liberté pour choisir ce qu'elles préfèrent. Elles ne sont pas contraintes. Alors que dans certains pays, donc notamment les pays musulmans, où les femmes sont très contraintes, elles savent que le seul moyen de s'émanciper, c'est de faire des études scientifiques,
pour voilà, acquérir une certaine autonomie financière et une certaine liberté. Donc voilà, bon, il y a des facteurs sociaux complexes. Donc bref, c'est une interprétation de ce paradoxe de l'égalité de genre, mais qui du coup conduit à une interprétation assez intéressante, qui est de dire finalement, plus un pays est égalitaire, plus il donne de liberté aux femmes, et plus ça va créer des différences entre hommes et femmes, parce qu'ils vont pouvoir choisir de manière totalement libre ce qu'ils préfèrent, et ils ont des préférences intrinsèquement différentes. Bon, il y a quand même des gens qui contestent cette interprétation, comme notre collègue économiste Thomas Breda, ici à Paris, qui qui trouvent des données suggérant que, en fait, ces pays scandinaves, ils ont des stéréotypes de genre plus forts que les autres. Moi, je ne suis pas hyper convaincu par ces données-là, mais voilà, ça mérite, on va dire que ça reste en débat. Oui, c'est une question sur les comparaisons d'espèces. Vous avez beaucoup insisté sur les traits évolutionnaires et la comparaison de l'espèce humaine avec les autres espèces. Mais l'espèce humaine, elle est quand même un peu particulière. C'est une espèce de singe quand même très plastique, on a dit même très juvénile. Est-ce que ce caractère ne fait pas que, dans une certaine mesure, les différences entre les mâles et les femelles seraient peut-être moins grandes dans notre espèce que par rapport à d'autres espèces de singes? Par exemple, dans l'espèce humaine, les femmes participent à la défense de la troupe. Elles prennent les armes, par exemple. Les hommes nourrissent les nourrissons avec des biberons, etc. Donc, en d'autres termes, ma question c'est, du fait de sa plasticité probablement juvénile, est-ce que l'espèce humaine n'est pas moins divergente en ce qui concerne les différences entre les sexes que d'autres espèces de singes? Oui, je pense que la conclusion est vraie. Les différences entre les sexes sont moins prononcées chez l'humain que dans d'autres espèces de singes. Je ne dirais pas forcément que c'est grâce à la plus grande plasticité de l'espèce humaine. Je pense que pour moi, c'est un petit peu exagéré, cette histoire. Je pense que ça se voit le mieux finalement sur le dimorphisme sexuel. La différence de taille entre hommes et femmes, c'est 2 écarts-types, donc c'est quand même considérable. Mais par rapport à ce qu'on voit dans certaines espèces, les orang-outans ou les gorilles, où le mâle est 2 fois plus gros que la femelle, ça n'a rien à voir. Donc clairement, on est une espèce dans laquelle le dimorphisme sexuel est modéré. Et c'est sans doute aussi lié au fait qu'on est, contrairement à plein d'autres espèces, où la compétition intrasexuelle entre les mâles est tellement forte que ça fait qu'il y a un seul mâle qui domine tous les autres et qui se reproduit avec toutes les femelles. Donc il y en a un qui a tout et tous les autres qui ont 0. Eh bien, dans l'espèce humaine, c'est pas comme ça parce qu'il y a un choix mutuel des partenaires et du coup, ça équilibre beaucoup plus les choses. Donc, je suis tout à fait d'accord avec votre conclusion. Il y a les différences sexuelles les différences entre hommes et femmes sont moins prononcées chez l'être humain que dans plein d'autres espèces de mammifères en général. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut encore applaudir notre conférencier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.